Merci Blanche, bonsoir à tous. Et merci Xavier d'avoir si bien introduit ce que je voudrais partager avec vous maintenant. Beaucoup de fragilité et de souffrance se concentrent autour de la question de la maternité, alors que finalement dans notre imaginaire, c'est plutôt un univers qui devrait être rose et source de bonheur, plein d'événements heureux. Mais les valeurs de référence de notre société aujourd'hui, que sont l'autonomie, l'indépendance, le contrôle, la maîtrise de sa vie, sont profondément bousculées quand la question de la maternité se pose ou fait irruption tout d'un coup dans la vie. Ce qui me frappe vraiment le plus, alors qu'on parle tant de liberté, de choix pour les femmes, c'est le poids des injonctions et des pressions qui pèsent sur la maternité. Des injonctions qui, la plupart du temps, sont données pour évidentes. Alors qu'en fait, les femmes vivent une toute autre réalité. 3 injonctions m'apparaissent particulièrement majeures comme source de souffrance. La première, c'est d'abord l'injonction de maîtrise de la fécondité, sans que cela soit une entrave à la sexualité. Et la sexualité est aujourd'hui bien souvent première dans les relations affectives, comme un mode privilégié d'entrer en relation, parfois aussi dissocié du sentiment amoureux. Et derrière cela, il y a une illusion et une véritable tromperie qui pèsent injustement sur les femmes, sur les hommes, sur les couples. D'abord, la maîtrise totale de la fécondité. Est-elle réelle? Est-elle vraiment possible? La contraception, généralisée aujourd'hui, gomme toute idée de possible grossesse. Pourtant, il est aujourd'hui admis qu'aucune méthode ne soit fiable à 100%, mais aucune information réelle n'est donnée aux personnes. L'Inspection générale des affaires sanitaires disait déjà en 2010 « Une maîtrise totale de la fécondité est illusoire ». On peut vraiment parler de tromperie des personnes, des femmes, des hommes aussi, qui imaginent encore moins qu'une relation sexuelle puisse donner lieu à une grossesse. Et nous constatons dans notre service d'écoute l'immense détresse que cela engendre. Le poids de la culpabilité de l'échec de contraception qui est porté par les femmes, le sentiment de trahison éprouvé par les hommes et auquel il faut aussi que les femmes fassent face, et enfin la grande solitude dans laquelle elles se retrouvent. Un petit exemple d'un message comme nous en recevons beaucoup chaque semaine. Je viens d'apprendre à mon compagnon que je suis enceinte de lui. Sa réaction m'a bouleversée. Il m'a reproché d'avoir mal géré ma pilule et sous-entend que je l'ai fait exprès. Je me sens très seule et je ne sais pas comment affronter cette situation. Et on observe dans ce contexte qu'on arrive à une certaine fatalité et une banalisation de l'avortement. En effet, s'il y a une contraception, il n'y a pas de grossesse envisageable, il n'y a pas de grossesse imaginable. Et dans la réalité, les accidents, les défauts de contraception sont bien courants. Et 72% des femmes qui ont recours à un avortement étaient sous contraception quand elles ont découvert leur grossesse. 72% des femmes, ça n'est pas anecdotique. Et l'avortement est l'issue naturelle d'un échec de contraception. Une mention du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes illustre bien cela. Et je vous la cite parce que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Une sexualité épanouissante implique que la contraception et l'avortement, avec leurs contraintes et leurs risques, soient considérés comme des composants de la liberté à disposer de son corps et d'avoir ou non des enfants. Ce qui fait dire à Dr Joël Kaufmann et aux militantes du mouvement français pour le planning familial, l'avortement fait partie de la vie des femmes. Et les chiffres le montrent. En effet, dans notre pays, aujourd'hui en France, l'avortement fait partie de la vie des femmes. Une grossesse sur 5 finit par un avortement. Et 33% des femmes en France métropolitaine ont ou auront recours à l'IVG au moins une fois dans leur vie féconde. Ces chiffres vraiment nous interpellent, en tout cas moi, ils m'interpellent. Et c'est une fatalité à laquelle je pense que nous ne devons pas nous résoudre et pour laquelle il faut se battre. Et se battre vraiment en étant le plus près possible des femmes, le plus près possible de là où elles souffrent, pour leur ouvrir d'autres possibles. Et parce que cette fatalité-là,
elle est admise comme un état de fait, alors qu'aujourd'hui, la souffrance post-IVG n'est plus un tabou dans notre pays. On peut en parler. Il est reconnu qu'on puisse souffrir d'un avortement, qu'on puisse en souffrir durablement, profondément, que ça puisse avoir des conséquences sur le reste de notre vie, même si évidemment, ça n'est pas le cas de toutes les femmes. Et à travers tous les témoignages que nous recevons, nous constatons combien l'évidence de l'avortement est vécue de façon vraiment douloureuse et blessante par les femmes pour qui ça n'est pas si évident. Il y a souvent ce choc entre le premier sentiment de joie éprouvé à la lecture d'un test de grossesse positif et la nécessité impérieuse de penser à l'IVG. Pour les jeunes, l'injonction, c'est d'entrer vite dans la vie sexuelle et de ne pas avoir de grossesse. Et pour vous montrer aussi le poids de l'idéologie, si on peut dire, qui porte tout ça, l'INPES, l'Institut national de la prévention et de l'éducation à la santé, qui a une forte présence dans les collèges, les lycées, les universités, dit « L'entrée des jeunes et leur installation dans la sexualité est notre priorité ». Et cette priorité, elle se traduit par une priorité donnée à l'information sur la contraception pour prévenir le risque de grossesse, en laissant de côté largement l'éducation à la vie affective et surtout en ne parlant jamais de maternité. Les jeunes sont, ils sont éduqués à la sexualité, à comment ça marche, à comment on peut faire pour ne pas avoir d'enfants, à la contraception, mais jamais à ce qu'est la maternité ou ce qu'est la paternité. Et c'est là aussi la sexualité vécue comme un mode de relation, comme un mode premier de relation avec l'autre et aussi avec soi-même, particulièrement quand on est adolescent. Être un bon parent de fille aujourd'hui, c'est veiller à ce qu'elle prenne la pilule. J'ai été particulièrement touchée par les paroles d'une médecin, le docteur Carole Durand, qui est patron du centre d'orthogénie du CHU de Montpellier. Le centre d'orthogénie, c'est là où on pratique des avortements. Et qui a par ailleurs, à la suite de son exercice de médecin de centre d'orthogénie, dans les rencontres qu'elle a fait avec des jeunes, elle a fondé une association d'information qui s'appelle Aparsa. Et elle disait, elle constate, et ça la révolte, que la contraception n'est pas une offre aujourd'hui pour les jeunes. Elle leur est imposée. Une injonction très lourde, une infantilisation aussi. Comment les ados peuvent-ils s'inscrire dans une démarche de croissance si on reste dans l'injonction ? Et elle envisage de pouvoir lancer des groupes de travail pour réfléchir autour de notre vision de la sexualité, de la contraception et des portes qu'on peut ouvrir aux jeunes. La sexualité, pour les jeunes, c'est comme une sorte de rite d'initiation. Une rite d'initiation pour être un ado. Et qui se traduit par l'injonction à faire ce pas de la sexualité, l'avoir fait, alors que ça n'est pas encore forcément le temps pour eux. Et il y a là un effet normatif qui entraîne beaucoup de souffrance et de mal-être qui est relevé par énormément de professionnels aujourd'hui, avec des inquiétudes à propos des relations sexuelles précoces, en particulier pour les filles, des inquiétudes sur ces relations sexuelles subies, qui sont consentis peut-être, mais sans être profondément voulus ou désirés, comme s'il était impossible d'y échapper. Et en effet, aujourd'hui, il est difficile de refuser une relation sexuelle pour une fille quand la contraception est la norme généralisée. Et ça ne concerne pas que les jeunes. Et ça n'est pas non plus sans conséquence sur la vie amoureuse ou affective future. Pour les jeunes, on peut dire aujourd'hui, sexualité oui, maternité, non. Et en effet, il est difficile, voire impossible pour des jeunes de poursuivre une grossesse. D'abord, cela vient remettre en cause de façon violente les parents dans leur rôle éducatif. Cela vient aussi se heurter à toutes leurs peurs et toutes leurs inquiétudes, souvent légitimes pour l'avenir. Et puis, il y a toutes les représentations qu'on a. Ça n'est pas l'âge de la maternité, mais vraiment pas l'âge de la maternité. Et puis, il y a l'importance accordée aux études, et puis ces idées que c'est impossible de faire des études quand on est enceinte, impossible de faire des études quand on a un enfant. C'est possible de travailler, mais des études, non, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi
le regard porté sur le couple, la confiance qu'on peut avoir quand il existe, bien sûr, mais la confiance qu'on peut avoir sur la pérennité d'un amour, d'un couple jeune ou adolescent. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a aussi cet imaginaire qui pense qu'avant de se fixer en amour, c'est important d'avoir d'autres expériences, ou que l'amour adolescent ne peut pas avoir de valeur, ne peut pas s'engager totalement. Voilà. Et comment le vivent ces jeunes qui sont confrontés à l'irruption d'une grossesse dans leur vie? D'abord, ils sont confrontés à la réaction de leurs parents. La chose dont j'ai le plus peur, c'est de la réaction de mes parents. J'ai peur qu'ils n'acceptent pas cette grossesse, qu'ils veuillent me faire avorter. Nos mères ne voulaient pas être mamies, pas tout de suite. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas l'âge. Alors on a dû prendre la décision de l'IVG. J'ai de la haine. C'est aussi quelque chose qu'elles vivent au plus profond d'elles-mêmes, au plus intime. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, enceinte, c'est inattendu. Mais pour moi et le papa, il est inenvisageable d'avorter. Cet enfant est une surprise, mais il est désiré. J'ai 16 ans et je suis enceinte de 3 semaines. Je ne peux pas me résoudre à l'avortement. Au fond, même si ça ne fait que 3 semaines, je l'aime déjà, ce petit. Il s'agit d'un bout de moi. Un bout de moi. La troisième injonction dont je voulais vous parler, et j'en passais vite parce que l'heure a passé plus vite que je ne pensais, c'est celle de l'enfant désiré, programmé, et plus généralement l'injonction de réussir sa maternité avec tout le poids des normes culturelles et sociales. Je vais m'arrêter spécialement sur cette notion d'enfant désiré, de grossesse désirée ou de grossesse non désirée. Et ce qui me frappe aussi, c'est vraiment que aujourd'hui, peu de grossesses échappent à ce questionnement. Et je crois qu'on ne mesure pas le poids que cela fait peser sur les femmes. On connaît bien tout ce qui se passe dans au niveau psychique, au sein d'une femme, au sein de sa psychologie, de son corps, etc. Et ce questionnement vient vraiment entrechoquer tout ce processus d'accueil dans lequel elle est. Quand on découvre qu'on est enceinte, que ce soit de façon imprévue ou pas, il y a tout un processus psychique qui se met en route et la femme est entraînée dans cette grossesse, dans quelque chose. Il faut qu'elle fasse face, il faut qu'elle accueille en elle-même ce qui se passe. Et le questionnement qui vient imposer, en quelque sorte, vient peser d'un poids qui est vraiment, vraiment lourd à porter. Une jeune femme que j'ai eue au téléphone récemment me disait c'est vraiment le choix impossible. Et elle était à la 22e semaine de grossesse. Au planning familial, on lui avait dit qu'elle pouvait aller avorter en Hollande ou en Angleterre jusqu'à 24 semaines. Et elle, ça faisait déjà 22 semaines, enfin 20 semaines, parce que peut-être elle n'avait pas su tout de suite qu'elle était enceinte, 20 semaines qu'elle vivait cette grossesse avec ce poids d'une décision à prendre qu'elle n'arrivait pas à prendre. Et donc, et aussi en s'interdisant de vivre ce qu'elle avait réellement à vivre. Elle me disait, donc c'est l'impossible choix. Et puis à un moment, elle me dit, mais en fait, si je choisis rien, ça continue. Eh bien oui, la grossesse, c'est quelque chose qui s'accueille, auquel peut-être il faut faire face. Et la seule chose, le choix à imposer, c'est celui de l'avortement. Et voilà, d'essayer de mettre ça de côté. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur toutes ces normes qui pèsent sur la maternité. En conclusion, malheureusement, voilà, on n'a pas trop le temps, mais en conclusion, je voudrais vous dire dans ce tableau un petit peu noir que j'ai pu vous faire, qu'il y a quand même en France des belles choses et qu'on a un vrai et efficace dispositif de soutien à la maternité qui marche, qui est là, qui est présent et qui rassemble vraiment beaucoup de monde. Les travailleurs sociaux sur le terrain, de multiples associations sont là et sont efficaces pour aider les femmes et les jeunes familles et les femmes enceintes qui sont en difficulté. Aussi, un autre point qui me réjouit, c'est j'ai entendu plusieurs fois cette année dans des colloques, qu'il s'agisse de colloques sur l'infertilité ou de colloques sur les jeunes et la sexualité, le mot de préserver. Et c'était toujours comme un cri.
Mais ne peut-on pas leur apprendre à se préserver? Et moi, se préserver, ça a retenti en moi comme quelque chose de bien plus fécond, de bien plus riche que le triste se protéger, et en tout cas de bien plus porteur de belles choses et d'amour. Et derrière se préserver, il y avait, peut-on apprendre aux jeunes à se préserver des relations qui font mal, à préserver leur santé, à préserver leur fertilité, à aussi envisager la maternité dans leur vie, mettre un espace, que ça ne soit pas après plein d'autres choses qui soit la réussite. Voilà, donc ça c'était je crois que c'est un point important. Et ce que je voulais, pour finir, très très vite, je voudrais insister avec vous sur la force et la puissance de la bienveillance et de la confiance. Xavier nous en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment important et je pense qu'on a tous notre rôle à jouer pour que ce regard sur la maternité, sur les possibles, puisse évoluer. Les paroles, les regards, la bienveillance, la confiance qu'on peut manifester sont autant de piliers sur lesquels les femmes, les hommes, les couples vont pouvoir s'appuyer pour se libérer justement des injonctions et des pressions. Et la façon dont nous manifestons notre confiance dans la vie, notre confiance dans l'amour, c'est certainement très très essentiel.